Et bien le bonjour. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour un nouveau chapitre sur la programmation en C++, parce que moi oui. Allez, c'est parti. La dernière fois, on a vu les bases de tout code, à savoir les variables, comment afficher quelque chose à l'écran et comment transmettre une information au programme. Avant d'entamer un nouveau chapitre, je voulais juste parler encore une fois des variables. Enfin, plus précisément, de leur nom. Parce que oui, mine de rien, on peut pas mettre ce qu'on veut comme nom de variable. Il va y avoir 4 règles basiques à respecter pour que le programme fonctionne. Dans le nom d'une variable, il ne doit y avoir que des lettres, des chiffres ou le caractère underscore, le tiré du 8. Le premier caractère doit être obligatoirement une lettre, majuscule ou minuscule. Il ne doit pas y avoir d'accent, il ne doit pas y avoir d'espace. Comme les possibilités restent quand même nombreuses, et pour faciliter les choses, beaucoup de développeurs se sont mis d'accord sur une façon plus précise de procéder. Il y a donc 3 règles de bonne pratique qui sont ajoutées à ça. Le nom de la variable doit commencer par une lettre minuscule. Chaque nouveau mot commence par une majuscule. Les mots sont collés les uns aux autres. On va prendre quelques exemples pour que ce soit plus clair. Nom de famille, âge de ton chien, prix de ta voiture sont des noms de variables qui respectent cette convention. Par contre, nom du dernier jeu auquel tu as joué, modèle de voiture, âge de ton chat, sont des noms de variables qui sont fonctionnels, mais qui ne suivent pas cette convention. Pour plus de lisibilité, on va donc essayer de respecter cette convention. Ah, et une dernière chose pour laquelle c'est mieux de respecter cette convention, le C++ est sensible à la casse, c'est-à-dire qu'il fait une différence entre les majuscules et les minuscules. Par exemple, âge du chien, âge du chien, âge du chien vont être des variables que le programme va interpréter comme étant différentes. C'est pour ça que c'est quand même mieux de définir où et quand on met des majuscules, ça permet d'éviter ce genre de problème. Ceci étant dit, on va maintenant parler d'un nouvel outil, les références. Dans le langage courant, on peut utiliser différents noms pour désigner la même chose ou la même personne. Par exemple, dans The Witcher, vivement la saison 3, Geralt de Rive est appelé par son nom par certaines personnes, et d'autres vont l'appeler le sorceleur, le boucher de Blaviken, le loup blanc, etc. Son nom principal, c'est Geralt, un peu comme le nom qu'on donne à une variable lors de sa déclaration, en l'initialisant avec la valeur Geralt. Il est alors possible de faire appel à cette variable en utilisant une autre appellation que celle déclarée. Le surnom d'une variable, c'est ça qu'on appelle une référence. Voyons comment ça s'écrit avec un exemple. On commence par faire la déclaration de la variable nom principal, qu'on va pouvoir initialiser avec son prénom. Ensuite, pour créer le surnom sorceleur, on va tout d'abord déterminer le type de la référence. Pour ça, on ne peut pas vraiment se tromper, le type de la référence doit être exactement le même que le type de la variable auquel elle fait référence. Ici, la variable nom principal étant de type string, sa référence sera donc également du type string et pas d'un autre type. Les rayures vont avec les rayures et les tâches avec les tâches. Pour indiquer au programme que ce sera une référence, à ce type, on va coller l'esperluette. Et enfin, on va initialiser par le nom de la variable dont il fait référence. Ici, nom principal. Pour vérifier que ça fonctionne bien, on va appeler la référence avec un petit cout pour voir si c'est bien le prénom qui s'affiche à l'écran. Impeccable! Dans la vidéo précédente, on avait parlé des variables et comment les initialiser, c'est-à-dire leur donner une valeur au moment de leur déclaration. Ces variables, initialisées ou pas, peuvent avoir leur valeur qui change. Pour reprendre l'analogie de la boîte à chaussures, on peut très bien enlever les chaussures qui sont à l'intérieur pour en mettre d'autres à la place. Ça va être pareil avec une variable. Le procédé de mettre une valeur dans une variable s'appelle l'affectation. Et on le fait grâce au symbole égal. Donc par exemple quand on écrit ça, il ne faut pas lire la variable appelée nombre est égale à 7, mais la valeur 7 est affectée à la variable nombre. Ça n'a pas l'air important comme ça, mais on verra qu'il y a une différence quand on verra les comparateurs. Excuse me, spoiler alert! De cette façon, on peut affecter toutes sortes de données à des variables dont le type correspond à la donnée voulant être stockée. Pour affecter des chaînes de caractères, des nombres décimaux,
des valeurs booléennes, et on peut aussi affecter la valeur d'une variable à une autre, pour autant qu'elle soit du même type. Dans ce cas, j'affecte la valeur de la variable nombre second à la variable nombre premier. Nombre premier vaudra donc 3. Facile, non? Allez, on va continuer avec un peu de maths. En C++, comme dans beaucoup de langages, il est possible d'effectuer des opérations. On va donc retrouver les opérations basiques qui s'écrivent avec les mêmes signes qu'on a l'habitude de voir. Addition, soustraction, multiplication et division. Il va y en avoir une supplémentaire dont on a l'habitude sans le savoir. Elle s'appelle le modulo. Je dis sans le savoir parce que même si le nom est à coucher dehors et sonne comme un nouveau mot, c'est tout simplement le reste de la division entière. Un exemple sera peut-être plus parlant. En voulant diviser 13 par 3, si on pose l'opération avec cette vieille version toute moche qu'on nous apprend à l'école, on aura ici le quotient qui va être 4 et ici le reste qui va être 1. Concrètement, si je pose l'opération 13 modulo 3, le résultat va donc être 1. Ça a l'air naze comme ça, mais croyez-moi, ça peut servir. Pas convaincu? Ok, on va prendre un exemple. Dans le jeu Terra Online, il y a de l'argent qui est réparti en pièces d'or, pièces d'argent et pièces de bronze. Il faut 100 pièces de bronze pour faire une pièce d'argent et 100 pièces d'argent pour faire une pièce d'or. Eh bien, avec cette opération modulo, on va pouvoir gérer et répartir les pièces comme il faut. Admettons dans un premier temps, pour faire simple, qu'on ait 107 pièces de bronze. Pour pouvoir répartir les pièces comme il faut, il va falloir calculer le nombre de pièces d'argent qu'on peut avoir avec 107 pièces de bronze. Dans un premier temps, on va donc utiliser la division. On va donc poser 107 divisé par 100. Comme ce sont des int, des entiers, la division va effectuer une division entière et retourner un nombre entier. Dans ce cas, 1. Ça va, le calcul n'était pas trop compliqué. On aura donc une pièce d'argent. Ouais, mais du coup, on aura combien de pièces de bronze? Eh bien, pour calculer ça, on va utiliser l'opération modulo. On va poser 107 modulo 100. Le résultat nous donnera 7, qui représentera le nombre de pièces de bronze. Pour reprendre l'exemple de l'image, on voit que ce personnage a 90 650 383 pièces de bronze. Pour pouvoir répartir les pièces comme sur l'image, on va donc poser une première opération pour connaître le nombre de pièces d'or. On va ensuite récupérer le reste. Avec ce reste, sur le même principe, on va calculer le nombre de pièces d'argent. Et enfin, calculer le nombre de pièces de bronze. On affiche tout ça pour vérifier que tout a bien fonctionné. Et voilà. Alors, vous voyez que ça sert. Allez, on va faire un dernier exemple pour utiliser tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. On va dire que notre personnage de jeu vidéo va aller dans une boutique pour acheter des potions. On va afficher le contenu de sa bourse, on va dire qu'elle contient 1000 pièces d'or, et que chaque potion vaut 10 pièces d'or. Pour l'instant, on va faire exprès de faire des tests avec des valeurs qui fonctionnent. Je vais pas mettre que je veux acheter 3000 potions sachant que j'ai pas les PO pour le faire. Si je fais ça, l'opération va renvoyer un résultat négatif qui pourra pas être affecté à la variable bourse, qui sera de type int et du coup le programme va planter. Il existe des outils pour éviter ce genre de choses, mais on les verra plus tard quand on abordera les structures conditionnelles. Spoiler alert! Spoiler alert! Alors, on va commencer par déclarer notre variable bourse, qu'on va initialiser à 1000. On va ensuite créer une variable pour le prix d'une potion, qu'on va initialiser à 10. Et on va créer deux variables, le nombre de potions et le prix total. On met maintenant un petit message d'accueil de la part du vendeur, en demandant combien de potions on veut acheter. On affiche le contenu de notre bourse, c'est-à-dire le nombre de pièces d'or disponibles pour l'achat. La petite commande pour récupérer le nombre de potions qu'on veut acheter et qu'on va stocker dans nombre potions. On pose ensuite l'opération pour savoir combien de pièces d'or on a dépensé. Le petit message du marchand. On actualise la valeur de bourse. Pour le fun, on crée une petite référence à bourse qu'on va appeler porte-monnaie.
et on affiche la valeur de ce porte-monnaie. Plus ça va, plus je trouve ça chouette quand même. Petite information bonus avant de finir cette vidéo, dans l'exemple j'ai déclaré 4 variables sur 4 lignes distinctes. Pour autant, il est possible de déclarer plusieurs variables du même type sur la même ligne. Il suffit tout simplement de les séparer par une virgule. J'aurais donc pu faire mes déclarations comme ça. Voilà, j'arrête ici pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à faire des tests de votre côté des sujets qui sont abordés au fur et à mesure. La meilleure façon d'apprendre, c'est de pratiquer. A bientôt pour une nouvelle vidéo.